Bienvenue à l'échange. Le dissident, bonjour. Aujourd'hui, on va se pencher sur un sujet qui est de plus en plus présent dans le football moderne et qui fait couler beaucoup d'encre. La multipropriété de clubs. C'est un modèle, où une seule entité possède plusieurs équipes, créant tout un réseau, avec tout ce que ça implique de stratégie et de controverses. Absolument. Et on a un cas d'école parfait pour illustrer ça, celui du jeune défenseur argentin Aaron Anselmino. Pour faire court, il appartient à Chelsea, il était prêté à Dortmund, et contre son gré, Chelsea l'a rappelé pour l'envoyer quasi immédiatement à Strasbourg, qui est un autre club de leur galaxie, disons. Et ça pose une question de fond. Est-ce que ce qu'on voit avec Anselmino, c'est une stratégie de gestion d'actifs moderne, rationnelle, voire légitime pour un grand club, au mépris de leur bien-être et de la logique sportive? Eh bien, je défendrai la première thèse. Pour moi, des actions de Chelsea, même si elles sont dures, oui, elles s'inscrivent dans une logique économique et contractuelle qui est inhérente au football de très haut niveau aujourd'hui. Le dissident. Et de mon côté, je soutiendrai que ce cas est l'exemple parfait des excès de ce modèle, un système qui, à mon sens, déshumanise les jeunes talents et pose de vraies questions sur l'équité sportive. Alors, pour commencer, je pense qu'il faut être pragmatique. Chelsea agit en parfaite conformité avec ses droits. Le contrat est clair, Aaron Anselmino est un investissement, un actif du club. Et le point de départ, il ne faut pas l'oublier, c'est que le prêt à Dortmund ne comportait aucune option d'achat. C'était limpide dès le début. Donc, Dortmund profitait du développement d'un joueur qui de toute façon ne lui appartiendrait jamais. Chelsea a toujours gardé le contrôle total. Alors le rappel, qualifié de par principe, pour moi c'est une décision de management pure et simple. Vous avez le directeur sportif de Dortmund qui s'exprime publiquement, qui dit vouloir garder le joueur, et bien Chelsea, en réaction, réaffirme son autorité. C'est une façon de dire nos actifs ne se négocient pas sur la place publique. C'est froid, je vous l'accorde, mais c'est une gestion stratégique de son portefeuille. Le dissident. Oui, alors, moi j'aborde ce dossier d'un point de vue radicalement différent. Vous parlez d'actifs, de portefeuille, de messages au marché. Moi je parle d'un jeune homme de 20 ans. Un gamin qu'on a baladé entre l'Allemagne, l'Angleterre et la France en l'espace de quelques jours. La source qu'on a est très claire, il ne voulait pas quitter l'Allemagne. Oui, ça. Le dissident, ses aspirations, son environnement, sa progression, tout ça a été balayé. Et le timing, il est cruel. Il est cruel. Agir 3 heures avant l'expiration de la clause, ce n'est plus de la stratégie, ça c'est une démonstration de force. C'est presque punitif. Ça prouve que la décision, elle n'est pas basée sur une analyse sportive, mais sur une réaction politique, presque épidermique. Les conséquences sont là. Il arrive à Strasbourg affecté moralement. Il est décrit comme le symbole des dérives de la multipropriété, un système que les supporters eux-mêmes d'ailleurs rejettent de plus en plus. Je comprends l'angle humain, bien sûr, mais est-ce que le football professionnel n'a pas toujours impliqué une part de sacrifice? Ces joueurs, leurs agents, ils signent des contrats de plusieurs millions. Ils connaissent les règles. La mobilité, l'incertitude, ça fait partie du métier. Le contrat, c'est ce qui protège tout le monde. Et Chelsea a le droit de protéger son investissement. Le dissident. Attendez, quand vous dites protéger son investissement, est-ce que ça signifie qu'on peut traiter un jeune homme comme un colis ? Parce qu'un contrat de travail, ça ne peut pas être un chèque en blanc pour ignorer le bien-être de la personne. L'état affecté moralement, ce n'est pas un détail. C'est un risque direct pour l'investissement que vous prétendez protéger. Un joueur qui n'est pas bien dans sa tête, c'est un joueur moins performant dont la valeur peut chuter. Donc en agissant comme ça, Chelsea ne protège pas son actif. Au contraire, il le fragilise. C'est non seulement discutable moralement, mais c'est peut-être même un mauvais calcul. C'est une remarque pertinente, même si je nuancerais. Vous laissez entendre qu'il n'y a aucune logique sportive, mais est-ce si sûr? La source nous dit une chose capitale, TJ. Le laisser à Dortmund, où il joue, certes, mais sans aucun avenir contractuel, ou le placer dans un club du réseau, en Ligue 1, un championnat très formateur pour les défenseurs, où Chelsea peut suivre sa progression au jour le jour. La décision de le rappeler était peut-être réactive, d'accord, mais la destination finale, Strasbourg, elle, peut tout à fait s'inscrire dans un plan sportif. Le dissident. Désolé, mais pour moi, cet argument ne tient pas. La logique sportive, là, elle ressemble plus à un habillage a posteriori qu'à autre chose. Si le plan était vraiment de le développer, pourquoi le faire de façon aussi brutale, aussi déstabilisante? Et surtout, le point clé, c'est qu'il est envoyé à Strasbourg en compensation pour un autre joueur. Le dissident, il n'est donc pas au centre d'un projet pour lui. Il est une variable d'ajustement dans un otail, dans un troc interne. Sa carrière est juste un élément pour équilibrer les comptes du réseau.
On ne parle plus de développement de talent là, on parle de logistique. Mais c'est précisément là que ce modèle de multipropriété montre son intelligence stratégique, notamment face à des contraintes comme le fair play financier. En déplaçant Anselmino comme ça, Chelsea fait plus que lui trouver du temps de jeu. Le club peut équilibrer ses comptes, répartir la charge salariale au sein du groupe et, surtout, mettre en valeur cet actif dans un autre championnat pour préparer une future vente. Le faire jouer en Ligue 1 peut faire monter sa cote. C'est un jeu d'échecs financiers et Anselmino est une pièce sur cet échiquier. C'est complexe, c'est dur, mais c'est la réalité de la gestion d'un grand club aujourd'hui. Le dissident, vous appelez ça un jeu d'échecs, moi j'appelle ça une dérive dangereuse. Votre argument sur le fair play financier, d'ailleurs, il est au cœur du problème. Ce système de vase communicant entre clubs liés, c'est exactement ça qui pose question. Est-ce qu'on peut encore parler de compétition équitable quand un club peut puiser dans les ressources d'un autre pour contourner les règles ? C'est une bonne question. Le dissident, ça touche à l'intégrité même des championnats. L'UEFA elle-même a du mal à trancher là-dessus. L'article 5 de ces règlements est censé empêcher ça, mais avec ces transferts de compensation, la frontière devient incroyablement floue. Le cas Anselmino, ce n'est pas juste un drame personnel, c'est une attaque contre le principe d'équité. Je ne dirais pas attaque, je dirais adaptation. Les clubs ne font qu'utiliser les cadres qui existent. Et ce modèle, il permet une allocation plus efficace des talents. Est-ce qu'un club comme Strasbourg, avec ses propres moyens, aurait pu attirer un espoir argentin de ce calibre ? Probablement pas. Le réseau lui donne accès à des joueurs. Et pour Chelsea, c'est une façon de ne pas gâcher ses jeunes. Plutôt que de les laisser sur le banc, on les place dans des environnements contrôlés. C'est une synergie, en théorie. Le dissident. Qui trouve son compte ? Le joueur, manifestement non. Les supporters de Strasbourg qui voient leur club devenir une équipe réserve de luxe ? Certainement pas. Ce n'est pas une synergie, c'est une hiérarchie. Un club par an et des clubs satellites. L'identité, l'autonomie, l'histoire de clubs comme Strasbourg sont sacrifiés pour la stratégie de l'entité mère. Que se passera-t-il si demain Bluko change de stratégie ? Strasbourg se retrouvera vidé, sans avoir rien construit. C'est un château de cartes ? Bon, vous dressez un tableau très noir. On peut aussi voir ça comme une forme de modernisation. Le football est devenu une industrie globale. Pour rester compétitif, face aux clubs-États notamment, des structures comme Chelsea doivent innover. La multipropriété est une réponse à cette hyper-compétition. C'est un moyen de mutualiser les risques, le scouting. C'est la direction que prend le sport de haut niveau et résister à ça, c'est peut-être un peu illusoire. Le dissident. Mais à quel prix ? Le risque, c'est de créer un football à deux vitesses. Non plus seulement entre riches et pauvres, mais entre les clubs parents et les clubs vassaux. La magie du sport, c'est qu'un petit club puisse créer la surprise. Ce système, il verrouille les hiérarchies. Le cas Anselmino le montre parfaitement. Le mérite sportif pèse moins lourd qu'une ligne dans un bilan comptable. C'est la négation de l'esprit sportif. Pour conclure, je maintiens ma position. La gestion de ce cas par Chelsea, bien qu'elle puisse heurter, oui, est une expression pure de la rationalité économique et stratégique qui domine le football. La multipropriété est un outil complexe et ce qu'on voit ici, c'est une application brutale, certes, mais logique du point de vue de l'investisseur. Le dissident. Et de mon côté, je reste convaincu que ce cas doit servir d'avertissement. Il montre de façon crue comment la finance peut écraser le sport et l'humain. La multipropriété poussée à cet extrême transforme les joueurs en marchandises et les clubs en filiales. Aaron Anselmino est le visage de cette dérive et son mal-être nous rappelle que derrière les millions, il y a des carrières et des vies. Cette tension entre le droit de propriété d'un club et sa responsabilité dans le projet de carrière d'un joueur est sans doute l'un des enjeux majeurs du football de demain. Le dissident. Absolument. Et le cas Anselmino nous force à nous demander quel avenir on veut pour ce sport. Est-ce qu'il faut des garde-fous plus stricts ? La discussion est essentielle et elle est loin, très loin d'être terminée.